Bonjour Sergio Coronado. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Europe Écologie Les Verts de la deuxième circonscription des Français de l'étranger. En gros, ça couvre tout le territoire d'Amérique latine et des Caraïbes. Un territoire qui a fait beaucoup parler de lui la semaine dernière. Nous allons y revenir. Mais d'abord, une question. Quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui? Quel regard je propose ou quel regard j'ai? Moi, j'ai un regard de quelqu'un qui vit dans le monde, pas uniquement en France, qui visite 33 pays au cours d'une année, et donc qui a un regard assez à la fois empathique et distancié à l'égard de la France. Et ce regard-là, il s'est enthousiasmé depuis quelques mois, puisqu'il y a une campagne en fait, qui redonne de la dignité, qui redonne de l'enthousiasme, qui parle des jours heureux et qui peut-être permettra à la gauche d'être présente au second tour. Alors vous êtes né au Chili, vous connaissez très bien l'Amérique latine. Qu'est-ce que vous pensez de la polémique qui est née la semaine dernière autour de la proposition de Jean-Luc Mélenchon justement de rejoindre l'Alliance bolivarienne? Le point 62 qui consiste à se rapprocher d'organisations ou d'alliances comme l'ALBA peut être discutable. D'ailleurs, moi, j'en vois pas nécessairement la pertinence. En revanche, l'utilisation qui en a été faite en France m'a rappelé les débats politiciens en Amérique latine. Dès qu'un progressiste lève la tête, la droite la plus rance et l'extrême droite l'accuse de vouloir faire et Cuba et le Venezuela à la fois. Je crois que d'abord la question latino-américaine mérite un autre regard. La France a des liens anciens avec l'Amérique latine, une présence ancienne, des communautés françaises un peu partout sur le continent. On se retire progressivement en supprimant des consulats, en diminuant notre présence diplomatique. Et je pense que ce type de polémique un peu stérile n'a pas sa place dans un débat présidentiel. Et puis sur la question, par exemple, des droits humains, je crois que l'utilisation politicienne non plus n'est pas très digne en fait. Mais vous parlez de Cuba et de Venezuela, vous venez de les citer. Certains parlent de dictature. Mais ce sont deux pays infréquentables. C'est des pays qui sont fréquentés par le MEDEF et par la gauche française et par le gouvernement français. On y signe des accords. Je rappelle que le voyage de François Hollande à Cuba a été célébré même par la presse la plus conservatrice et que le président lui-même s'est rendu, non pas au chevet, mais auprès de Fidel Castro. Moi, je pense que la question du fonctionnement démocratique, des élections libres et des droits humains, c'est une question qui existe et qui est pertinente partout sur le continent. Nous avons des pays comme le Guatemala qui a connu un génocide, nous avons des pays comme le Honduras où des syndicalistes ou des journalistes sont emprisonnés. On a également des pays comme le Venezuela ou au Cuba où la liberté de vote n'est pas toujours assurée. Et en tout cas, à Cuba, ça n'a pas été le cas parce qu'on a un gouvernement qui a toujours été dans les mêmes mains. Et donc, moi qui ai grandi sous deux dictatures, moi je ne crois pas que ce soit des détails ou des anecdotes que d'être attaché au fonctionnement démocratique d'un pays. Et donc ces questions-là, elles s'appliquent partout et tout le temps. Elles s'appliquent en Arabie Saoudite, elles s'appliquent au Qatar, elles s'appliquent au Pakistan, elles s'appliquent en Égypte, elles s'appliquent partout et aussi en Amérique latine. Alors certains voient dans la candidature de Jean-Luc Mélenchon la continuité, presque la revanche de la mobilisation du non au TCE en 2005. Vous qui aviez voté oui à ce projet de constitution, est-ce que vous partagez cette analyse? Il y a un peu de ça en fait. D'abord dans la manière de faire campagne, une campagne populaire, une campagne de masse. Une manière aussi de répondre à l'aspiration de changement, à la volonté de dignité, à rendre possible ce qui n'apparaît pas possible au départ. Et puis ce qui donne aussi cette coloration, c'est les attaques outrancières, ahurissantes en fait, de ceux-là même qui en 2005 prédisaient à la fois le chaos, le déluge, la fin de l'humanité. Aujourd'hui, avec la remontée de Jean-Luc Mélenchon dans cette ligne droite finale de la campagne, on a l'impression en fait de se retrouver en 2013 avec Sens commun et la Manif pour tous. C'est toujours les mêmes arguments en fait face à la marche de l'égalité, à la marche de la dignité, à la marche de l'émancipation. Les forces de la réaction ont parfois des mots d'un autre âge en fait. Alors on vous connaît aussi beaucoup pour avoir mené de nombreux combats sur les droits des détenus, notamment à voter, sur les questions de genre ou encore l'accès à la santé et aux droits des prostituées. Vous diriez que la gauche aujourd'hui est à la hauteur de toutes ces questions? Quelle gauche? Est-ce que le bilan que l'on peut dresser du quinquennat est satisfaisant? Non, manifestement. Ni mais sur y compris questions, dans la campagne que l'on connaît aujourd'hui, sur la campagne, ces questions sont encore absentes. Dans une campagne, on n'est pas simplement maître soi-même de l'agenda que l'on veut voir débattu. Quand on prend les programmes, il y a des questions qui sont abordées, qui ne sont jamais relayées ni par la presse,
ni par l'opinion. En fait, c'est une rencontre, c'est une discussion, une campagne. Ce que je note en revanche avec satisfaction, c'est qu'il y a des questions qui ont fait leur entrée de plein droit et ça me paraît nécessaire, ça me paraît à encourager. Je regardais avant de venir les propositions de Jean-Luc Mélenchon, par exemple la proposition de changement d'état civil libre et gratuit, ça me paraît être un pas important. On a progressé un petit peu sous ce quinquennat, pas suffisamment, mais c'est une question qui dans le passé n'était pas du tout présente, par exemple pour le changement d'état civil. Ce sera l'occasion des législatives aussi peut-être que de remettre ces sujets-là à l'ordre du jour? Oui, c'est une occasion pour moi, d'autant plus que dans certains pays latino-américains, ces questions-là ont fait des avancées considérables. On semble à des années-lumière parfois des législations françaises. Vous serez candidat à un nouveau mandat, Sergio Coronado? Je n'ai pas pris ma décision, elle sera annoncée bientôt. Elle existe encore aujourd'hui, la gauche, Sergio Coronado? Dans la gauche… Est-ce qu'il existe deux gauches irréconciliables? Il y a des gauches, en fait. Moi, je ne crois pas qu'elles soient irréconciliables. Je pense qu'elles ont parfois besoin de débattre durement. Elles ont besoin de clarifier, mais elles ont aussi besoin de se rassembler pour gagner. Une gauche désunie, une gauche atomisée, une gauche qui est en affront permanent et elle n'est pas en capacité de triompher. Ce que je vois en revanche, c'est que la théorie des gauches irréconciliables est une sorte d'emprunt au débat latino-américain également. C'est une théorie qui est née d'abord à droite, en fait, pour disqualifier une partie des gauches en changement. C'est les accusations portées contre Lula avant son accès au pouvoir, c'est les accusations portées contre Evo Morales avant son accès au pouvoir, des gauches qui seraient irresponsables, qui ne seraient pas en capacité de gouverner, qui ne seraient pas raisonnables. Et puis il y aurait une gauche raisonnable, celle qui tient compte des contraintes économiques, des marchés, des organismes internationaux. Non, je crois que la gauche est forte quand elle arrive en fait à porter un projet d'émancipation qui l'unifie, qui unifie le peuple et qui lui permet de gagner en fait. Alors vendredi dernier, je recevais Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière à l'élection présidentielle. Elle m'a posé une question pour vous. Elle vous demande ce que vous attendez d'une victoire de Jean-Luc Mélenchon, et notamment pour les travailleurs. Que peut Jean-Luc Mélenchon pour les travailleurs? Je pense que sa campagne rend la dignité, pas simplement aux travailleurs, aux gens, aux citoyens. Et puis sa campagne, elle fait ce que peu de campagnes de gauche ont fait jusqu'à maintenant en tout cas, c'est de mettre l'écologie au cœur du projet d'émancipation. Et je pense que pour un écolo, et je le suis, c'est un pas considérable. C'est un pas considérable que je tiens d'ailleurs à marquer, à relever également chez Benoît Hamon. Je pense qu'il y a un pas qui a été franchi. L'écologie n'est pas désormais un point supplémentaire d'un programme, une sorte de clin d'œil au bobo. C'est au cœur de tout projet de changement et de transformation sociale et c'est important. Benoît Hamon devrait se retirer dans la dernière ligne droite? Ces décisions lui appartiennent. Je pense qu'on a aujourd'hui, quand on voit la campagne, la mobilisation, la dynamique qui est en cours, peut-être une chance de se retrouver au second tour. Et cette chance-là, elle est incarnée par un homme. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon, c'est comme ça. Merci beaucoup Sergio Coronado. Demain, je recevrai le plus célèbre facteur de France, Olivier Besancenot, ancien porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Vous avez une question pour lui? Ouais, je voulais savoir comment il était, lui, écologiste en fait. Comment il vivait l'écologie au quotidien et comment il pouvait en fait en faire un point de son projet politique. Alors je lui poserai la question demain. Merci beaucoup. Merci à vous.